Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, vraiment, je suis désolé pour à la fois ce retard et mon absence la fois dernière. C'est extrêmement frustrant parce que, évidemment, dans ces cas-là, on est coincé dans un train, on ne peut rien faire, ni aller de l'avant, ni aller, ni retourner de là où on vient. Donc, voilà, c'était un peu une expérience un peu particulière. Donc, voilà, je voulais m'excuser, puis remercier aussi Ariane d'avoir au pied levé, comme ça, de m'avoir remplacé. C'est extrêmement, comment dire, performant, si j'ose dire, entre guillemets, puisqu'on emploie ce terme-là aussi pour l'école. Donc voilà, et c'est très, comment dire, c'est à la fois très professionnel et puis très sympathique d'avoir fait ce travail au pied levé. Voilà. Alors, donc, je me propose de vous parler des marchés scolaires. Et j'ai intitulé ça « Les marchés scolaires améliorent-ils le service éducatif ?» Alors, évidemment, c'est une question qui est extrêmement polémique. Hein. Elle est polémique, et donc c'est bien pour ça que je l'ai choisie, parce qu'il me semble que c'est intéressant de voir, je dirais, ce que peut dire, ce que peut apporter la recherche sur ces questions qui concernent à la fois, comme je l'ai dit lors de ma première conférence, à la fois des questions de recherche, bien sûr, mais aussi qui sont des questions sociales, des questions de débat politique. Hein. Je pense que c'est un point extrêmement important, parce qu'en fait, se questionner sur les marchés scolaires, c'est simplement aussi, peut-être aussi surtout, se questionner sur les politiques éducatives. En fin de compte, on se demande quel type de politique éducative peut, comment dire, produire plus d'égalité, plus d'équité, comment est-ce qu'on peut améliorer, en fin de compte, l'offre de formation. L'idée enfin, qui est à la base un peu de cette conférence, c'est comment dire, d'expliciter le débat, donc, qui est vif, je l'ai dit tout à l'heure, et je me base aussi, j'y reviendrai, sur un ouvrage que j'ai écrit avec deux de mes collègues, Christian Marois et Agnès Van Zenten. Et donc, à trois, je ne sais pas s'il faut dire à trois mains ou à six mains, mais nous l'avons écrit. Et ça n'a pas toujours été facile, parce qu'en fin de compte, écrire un ouvrage comme ça avec, à plusieurs personnes, c'est, je dirais, plusieurs personnes qui sont sur un pied d'égalité. Hein, ça suscite évidemment des échanges et des débats, mais bon, je reviendrai là-dessus. Et c'était extrêmement intéressant de réfléchir sur cette question qui, me semble-t-il, est extrêmement importante aujourd'hui. Alors, un premier point, c'est que, et c'était un peu le point de départ aussi de notre ouvrage, c'est de se dire, mais en fin de compte, les débats, lorsqu'on entend ou on écoute les débats sur les marchés scolaires, on a souvent des arguments extrêmement dichotomiques. Hein, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont à fond pour les marchés scolaires, qui vont vous dire les marchés scolaires, c'est le paradis sur terre, tout va bien. Quand vous avez des marchés scolaires, c'est les élèves apprennent, tout le monde est heureux, etc. Et puis, à l'inverse, d'autres qui vous disent les marchés scolaires, c'est l'horreur absolue. C'est les inégalités, c'est la ségrégation, il ne peut pas y avoir pire au monde que des marchés scolaires. Bon. Donc évidemment, notre perspective a été de se positionner un peu là-dessus et essayer de voir comment on pourrait avoir un discours, ou en tout cas une analyse un peu plus complexe de ces phénomènes. Alors l'idée, et j'ai parlé tout à l'heure comment dire, d'échanges ou d'arguments un peu dichotomiques. On a l'idée, par exemple, on a une sorte d'opposition assez forte entre ceux qui vous disent une gestion étatique de l'école est indispensable pour garantir l'égalité de tous. En fin de compte, l'éducation est un bien collectif. Et si c'est un bien collectif, eh bien, nous devons en quelque sorte le gérer par une instance qui représente l'intérêt collectif, et ça ne peut être que l'État. Bon. D'autres qui vont vous dire, eh bien, ce qui est important dans l'éducation, la gestion doit être locale, parce qu'on est au plus près des questions concrètes qui concernent les élèves à un moment donné, dans un lieu particulier, et du coup, eh bien, c'est ça qui permet de produire une offre éducative de qualité.
Il y a aussi le débat entre le libre choix des parents, d'une part, et aucun choix de l'autre. On va vous dire, l'éducation, c'est un bien certes collectif, c'est aussi un bien individuel. L'éducation, ça ne concerne pas que l'État, ça concerne aussi les familles. Ce sont les parents qui donnent l'éducation qu'ils veulent bien donner à leurs enfants. Et donc le libre choix, cela fait partie de cette liberté. C'est un débat qui, évidemment, est extrêmement pertinent ici, en Belgique, bon, mais pas uniquement en Belgique. Hein, j'habite actuellement en Angleterre, c'est extrêmement fréquent ou quotidien de faire ce type de choix, donc du choix de l'école, hein, en quelque sorte, par les parents. Puis d'autres vont vous dire, aucun choix, c'est bien mieux, hein, parce que l'offre éducative doit être, je dirais, égale pour tous, et donc chaque établissement vaut tous les autres. Hein, et du coup, s'il n'y a pas de choix, on va accéder à quelque chose qui sera plus proche d'une sorte d'égalité de distribution des biens éducatifs. Bon. Autre type de débat qui recouvre donc la question des marchés scolaires, me semble-t-il, c'est celle de l'autonomie des établissements. Hein, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de marché scolaire, on parle aussi d'une capacité des établissements à différencier l'offre. Hein. Il y a un implicite, enfin qui est bien plus qu'un implicite, c'est même explicite, hein, qui est que, en fin de compte, lorsque vous avez la possibilité pour les parents de choisir, lorsque la gestion, en fin de compte, va se faire en fonction de l'offre et de la demande d'éducation, eh bien, on va, en quelque sorte, naturellement, entre guillemets, produire une autonomie des établissements qui sera indispensable pour que l'offre ait un sens. L'offre différenciée ait un sens. Donc cette question de l'autonomie ou l'hétéronomie, si j'ose dire, des établissements est elle aussi extrêmement importante parce qu'il y a tout un champ de recherche qui va réfléchir sur cette question, qui va travailler plus que réfléchir, qui va produire des données empiriques, concrètes, sur les conséquences de cette autonomie des établissements. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que, évidemment, ça concerne de façon extrêmement importante la question de la qualité de l'éducation. Et si j'avais pu être là la fois dernière, j'aurais pu peut-être en parler, même sûrement, à propos des enquêtes PISA, puisque c'est aussi l'une des thématiques abordées par les enquêtes PISA et par les résultats des enquêtes PISA. Et puis enfin, bien sûr, la question, enfin une autre question, peut-être l'ultime question des marchés scolaires, c'est celle de la régulation. Hein, qu'est-ce qui doit réguler, je dirais, l'éducation? Est-ce qu'on doit réguler l'éducation par le marché, l'offre et la demande? Hein, certains vont vous dire, j'y reviendrai, écoutez, si vous cherchez un coiffeur, on ne va pas vous dire, vous habitez tel quartier, vous allez aller chez tel coiffeur. Bon, à l'école, c'est pareil. Bon, donc ils vont vous dire, et le fait qu'il y ait de la concurrence entre les coiffeurs, ça permet d'améliorer le service. Hein, parce que chacun étant en concurrence avec les autres, chacun va faire les meilleurs prix, va faire la meilleure coiffure, et va peut-être être le plus branché possible, enfin si toutefois c'est ce que vous cherchez. Bon. D'autres, à l'inverse, vont vous dire il n'y a que l'État qui peut réguler ça, hein, parce que, encore une fois, on est dans une thématique du bien collectif, et il n'y a que l'État qui va ou qui peut représenter ce bien collectif, cet intérêt collectif. Alors évidemment, ces points forts, ces piliers en quelque sorte du débat sur les marchés scolaires, avec Marois et Van Zanten, il a fallu un peu les bousculer, pas totalement bien sûr, mais enfin les bousculer ou plutôt les questionner. Hein, on a essayé de les questionner. Et donc pour questionner ces débats et ces questionnements, hein, on a présenté les choses. D'abord, on a procédé, si vous voulez, de façon à faire une lecture la plus exhaustive possible, elle n'est jamais exhaustive en fait, des travaux sur cette question des marchés scolaires. Et puis, c'est aussi ce que je vais vous présenter, on a essayé d'abord de définir ce que l'on entend par marché scolaire. Parce que, en fin de compte, la question a l'air simple. Hein. Marché scolaire, oh oui, chacun choisit ou pas. Bon. Mais en fait, il y a des formes extrêmement variées. Et c'est un point qui est complexe à établir et qui, en même temps, est extrêmement important pour comprendre les enjeux du débat
d'une part, et d'autre part, la nature des politiques éducatives que l'on peut conduire dans ce domaine-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment fonctionnent-ils, ces marchés scolaires, hein. Alors, dire comment fonctionnent ces marchés scolaires, cela revient à se demander comment les différents acteurs de ces marchés vont agir en fonction de quels principes. Bon. Comment agissent par exemple les établissements scolaires dans les situations de concurrence, comment agissent les parents, comment est-ce qu'ils choisissent ou ne choisissent pas. Comment aussi les instances politiques, on va dire, de gestion qui sont censées gérer l'organisation scolaire, comment agissent on va dire, l'administration scolaire. Donc ce sont des points qui sont importants parce que ça permet de voir quelle est la place des différents acteurs dans ces marchés scolaires. Et surtout, c'est important pour savoir et pour comprendre les conséquences de ces marchés scolaires, qui sera le point 3. Alors, évidemment, il y a une très grande littérature sur cette question-là en Belgique francophone, sur évidemment les marchés scolaires ou les quasi-marchés scolaires et les conséquences de ces marchés, notamment en termes de ségrégation, évidemment. J'en parlerai, bien sûr, et je crois que c'est un point très important parce que, évidemment, ça fait partie du nœud du problème ou du nœud de la question, c'est-à-dire les marchés scolaires produisent-ils plus de ségrégation, moins de ségrégation, et cette ségrégation est-elle, en fin de compte, à la source d'un processus d'accentuation, de renforcement, peut-être comment on pourrait dire, de pétrification, si j'ose dire, des inégalités, hein, c'est-à-dire des inégalités qui coexistent ou qui préexistent, à l'école elle-même. Je conclurai sur la question de la régulation, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important de raisonner sur ce point-là. Comment réguler ces marchés scolaires ? On a de très beaux exemples de recherche dans cette université sur cette question, donc je ne me priverai pas évidemment de m'en inspirer pour répondre à cette question. Autre aspect qui, encore une fois introductif, c'est l'idée qu'on a tout intérêt, lorsqu'on raisonne sur les marchés scolaires, à raisonner sur, peut-être pas obligatoirement sur des comparaisons internationales, mais sur des cas de pays qui vont avoir en fait des formes différenciées, diversifiées de marchés scolaires. C'est un point qui est très important parce que, évidemment, comme toute politique éducative, comme toute structure, comme tout système éducatif, le lien est très fort entre, on va dire, l'histoire politique et culturelle de chaque nation et la nature de son système éducatif ou de leur système éducatif. Et je pense qu'on passerait à côté de beaucoup de choses si on se limitait à regarder un seul pays, dans la mesure où cette, la comparaison, si vous voulez, permet de faire ressortir un certain nombre de choses. Alors, ma source principale, mais ce n'est pas la seule, c'est donc notre ouvrage avec Marois et Van Zanten, Les marchés scolaires, sociologie d'une politique publique d'éducation. Je vous avoue que ça a été un long cheminement pour faire ce travail, parce qu'en fait, au départ, on pensait être d'accord sur tout. On pensait implicitement que nous étions d'accord, que nous allions lire les articles, les mêmes articles, de la même façon, que nous allions les interpréter de la même façon. Et en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure que nous écrivions, que nous n'étions pas d'accord sur grand-chose, en fin de compte. Et alors ça aurait pu ne pas aboutir du coup, parce qu'il y a beaucoup de livres que l'on commence comme ça. On croit qu'on va pouvoir le faire sans grand problème, et puis en fin de compte, ça n'aboutit pas. Mais là, ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait, on s'est mis à discuter, on a échangé, et ça a été une vraie aventure intellectuelle, en fin de compte, que de se dire, bon, on n'est pas d'accord, on a des visions extrêmement différenciées de la même question. Bon, on va voir comment on peut produire, malgré tout, un ouvrage de synthèse sur cette question. Donc, je me propose, puisque je suis en retard, donc de commencer directement et sans trop de fioritures la première partie. D'abord, un premier point sur la question des marchés scolaires. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de marchés scolaires ? Quand on est en Belgique, les marchés scolaires, c'est les quasi-marchés scolaires, c'est-à-dire on peut choisir avec une sorte de régulation, avec un certain nombre de choses qui sont définies par la puissance publique pour réguler d'une certaine façon les choses. Quand on est en France et que l'on pense marché scolaire, eh bien, on ne pense pas du tout à la même chose. On pense à des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre du marché officieux, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'officiellement, on n'a pas le droit de choisir, mais on choisit quand même, tout en choisissant, sans dire qu'on choisit, etc. etc. Et puis dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, ou en Angleterre, on a encore d'autres formes de marché
Donc, en fin de compte, il y a comment dire, une définition extrêmement forte au niveau national de ce concept et de cette pratique ou de cette politique. D'abord, évidemment, si on prend le concept de marché, alors je ne suis pas économiste, je ne vais pas vous faire un cours sur les marchés en économie, mais globalement, un marché, c'est quoi? C'est une offre et une demande régulées par les prix. Si vous voulez acheter une voiture, ou si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous cherchez un coiffeur, bon, vous avez un certain nombre de coiffeurs dans votre quartier ou plus loin, et puis vous allez les choisir en fonction du prix, en fonction de peut-être de la recommandation de X ou Y, de vos amis, etc., ou de vos habitudes, ou de la proximité à côté de chez vous. Bon, eh bien, on peut dire qu'un marché, c'est ça. Il y a une offre, il y a une demande, et tout ça est régulé par les prix. Toute la question, me semble-t-il, qu'il faut poser, puis qu'il faut développer, c'est est-il ce concept directement applicable à l'éducation? Est-ce qu'on peut dire on va appliquer le concept de marché ou le fonctionnement des marchés à l'éducation comme on l'applique dans nos sociétés occidentales, capitalistes, l'offre et la demande, dans à peu près, pas tous les autres domaines, mais dans beaucoup de domaines des échanges? Alors, certains vont vous dire oui. Oui, parce qu'il y a une offre et une demande d'éducation. Il y a bien des établissements qui vous offrent des biens éducatifs, de l'éducation, de l'enseignement, du temps, etc. Il y a bien une demande de la part des parents, de la part des élèves, pour apprendre un certain nombre de choses. Donc, certains vous disent, oui, il y a une offre, il y a une demande, où est le problème? Dites-moi où est le problème, il n'y en a aucun. Bon, très bien. Deuxième argument pour dire oui, ça doit fonctionner comme ça, c'est l'idée qui va vous dire, et ça on est plutôt du côté de Friedman ou d'auteurs comme Schub et Mo, dont je parlerai un peu plus largement tout à l'heure, qui vont vous dire, écoutez les gars, votre gestion étatique de l'école, de l'éducation, ça marche mal. D'accord ? Vous avez des gens qui sont dans les ministères, qui ont une vision extrêmement abstraite de l'éducation, et qui prennent des décisions, voilà, comme ça, et cette gestion étatique, ça marche mal. Et donc, si cette gestion étatique marche mal, il faut changer les choses. Et le marché, nous disent ces gens-là, le marché va être une façon de gérer l'offre et la demande de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptée aux contextes locaux qu'une gestion étatique qui, en fin de compte, n'arrive pas à prendre en compte la diversité de l'ensemble des élèves, des établissements, etc., etc. Alors, c'est un argument qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, cela questionne directement la nature des politiques éducatives et la façon dont on les met en œuvre. D'autres vont vous dire non, l'éducation, on ne peut pas la gérer comme un marché économique classique, simplement parce que ce n'est pas un bien comme un autre. L'éducation n'est pas un bien marchand. Ce n'est pas un bien marchand, c'est-à-dire c'est un bien singulier. Alors, par exemple, ils vont vous dire, si vous voulez acheter une voiture et que vous êtes intéressé par tel modèle de telle marque, eh bien, s'il y en a 1000 qui ont été produites, eh bien, n'importe laquelle de ces 1000 voitures de telle marque, de tel modèle, eh bien, va être égale à tous les autres. C'est standardisé, ça a été produit de façon à ce que ça soit standardisé, et elles ont toutes d'ailleurs le même prix. Dans l'éducation, c'est un bien qui est un bien de service d'abord, et ce bien de service, il dépend de beaucoup de choses, et pas uniquement de l'offre, il dépend aussi de la nature du public, il dépend aussi de tout un ensemble de contextes qui fait que ce bien n'est pas un bien marchand comme un autre, c'est un bien singulier, un peu comme, alors vous avez un sociologue, philosophe qui a travaillé sur cette question-là, pas directement sur l'école, mais sur les marchés singuliers ou des biens singuliers, c'est Lucien Carpic, et qui a travaillé notamment sur le marché des avocats. Il travaille sur le marché des avocats, et il expliquait comment c'était un marché extrêmement complexe et très différent des marchés de voitures ou de biens de consommation, dans le sens où on n'était jamais certain de la qualité de l'avocat, et que le prix que l'on mettait dans son avocat n'était pas toujours le reflet de la qualité du service qu'il allait produire. Donc en fait, c'est un bien singulier, l'éducation n'est pas un bien marchand, donc on peut dire là-dessus. Alors je vous ai mis une citation d'un article que j'ai écrit il y a quelques années avec ma collègue et amie Joëlle Perroton,
l'éducation est un bien très particulier où l'incertitude sur la qualité est grande, l'information difficile à obtenir et où l'ensemble des acteurs en présence participent du fonctionnement du marché de la qualité éducative. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce bien particulier, on ne peut pas totalement le penser dans le cadre de l'économie néoclassique telle que pourraient le faire certains économistes. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que dans ces marchés, donc, on a plusieurs acteurs, qui interviennent. Et tout à l'heure, j'en ai parlé en termes de concepts, qui vont de concert avec le concept de marché. La concurrence entre établissements, le choix des familles, la régulation, tout ça doit être pris en compte pour comprendre ce fonctionnement des marchés. Un autre aspect qui me semble extrêmement important aussi, c'est où ce sont les traditions scolaires d'un pays. Lorsque, évidemment, on travaille sur ce qu'on appelle les quasi-marchés, on a au moins deux exemples qui sont extrêmement différents, même si le fonctionnement des deux pays peut se rapprocher de ce point de vue. On a l'exemple de l'Angleterre et puis on a l'exemple de la Belgique ou de la Belgique. Et donc, dans les deux cas, nous avons ce qu'on appelle des quasi-marchés, mais les sources de ces quasi-marchés ne sont pas les mêmes. Du côté de la Belgique, on a plutôt quelque chose qui renvoie à l'histoire du pays, à la constitution du pays, et du coup à la tradition politique qui s'est constituée depuis sa naissance. D'accord ? Du côté de l'Angleterre, on a plutôt une réforme qui a été insufflée par Margaret Thatcher, qui, en 1988, va produire l'Education Reform Act, qui a été l'acte fondateur des quasi-marchés ou d'un système, d'un nouveau système, d'un renouveau, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, de l'école ou des systèmes éducatifs, du système éducatif en Angleterre. Et donc, on a évidemment des traditions qui sont extrêmement variées. Et ces traditions variées, on doit les prendre en compte pour comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on passe très rapidement à côté de la question que l'on veut poser. Donc, en Belgique, on a plutôt une tradition politique et constitutionnelle. En Angleterre, un acte de néolibéralisme thatchérien, très bien. En France, on a plutôt, j'y reviendrai, des marchés non officiels. C'est-à-dire, si vous allez en France et que vous discutez avec n'importe quel administrateur de l'éducation, dans une situation officielle, bien sûr, il va vous dire, mais marché scolaire, mais c'est horrible, monsieur, mais comment ça? Ça n'existe pas ici. Ici, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Amérique, monsieur. Bon, ni en Angleterre. Bon. Et donc, ils vont vous dire, ça n'existe pas parce que tout ça est régi par un système de carte scolaire. Bon. Et si c'est régi par un système de carte scolaire, eh bien, il ne peut pas y avoir de marché. C'est la carte scolaire qui régit la rencontre entre l'offre et la demande. Madame, vous habitez tel quartier, votre enfant va aller dans tel établissement, qui est l'établissement du quartier. Et je vous garantis que cet établissement vaut l'établissement qui est dans un autre quartier. C'est exactement la même chose, les profs sont les mêmes, l'enseignement est le même, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est le système. Et puis aux États-Unis, on a des formes extrêmement variées, évidemment. Alors les premières formes aux États-Unis, on a un peu développé ça dans notre ouvrage, avec ce qu'on appelle les vouchers, c'est-à-dire une sorte de chèque éducation, qui permettent, dans un certain nombre de contextes, qui sont très variés selon les États et selon les États, qui vont permettre, par exemple, de dire, eh bien, certains élèves, parce qu'ils sont de milieux défavorisés, parce que leurs parents sont peu fortunés, ne peuvent pas accéder à l'école privée. Or, les écoles privées, ça doit être ouvert à tous. Donc, on va donner un chèque éducation qui va permettre, soit totalement, soit en général partiellement, de couvrir les frais de scolarité, les frais d'écolage, qui permettent, en fin de compte, d'accéder à tout ça. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de situations nationales, beaucoup de concepts qui s'entremêlent, beaucoup de situations concrètes qui correspondent à des choses qui sont peut-être difficiles à percevoir. Et donc, dans ce cas-là, ce que nous avons essayé de faire, c'est de construire une typologie. Alors, comme toute typologie, elle simplifie la réalité, évidemment.
Peut-être trop, peut-être pas assez, je n'en sais rien. En tout cas, cela permet de voir un peu comment on peut mettre en œuvre, si vous voulez, un raisonnement sur ces marchés scolaires et les différentes formes qu'ils peuvent prendre dans divers pays. Alors, d'abord, les critères que l'on peut mettre en avant pour construire cette typologie, eh bien, sont des critères extrêmement classiques. D'abord, la place de l'action publique dans ces marchés scolaires ou ces quasi-marchés scolaires. Quelle est sa place? Est-ce que c'est une place qui est un peu en retrait? Est-ce que c'est au contraire l'État ou l'action publique qui est un acteur principal de la construction, de la constitution et du fonctionnement de ces marchés? Ensuite, comment, là j'ai écrit critères de jugement, comment en fin de compte les parents choisissent? C'est l'une des grandes questions que l'on se pose lorsqu'on parle de marché scolaire, bien sûr. Comment est-ce qu'ils choisissent? Est-ce que tout le monde choisit? Est-ce que tout le monde a l'opportunité de vraiment choisir? C'est-à-dire, on se questionne sur, comment dire, la réalité des choix dans une société qui officiellement va vous proposer, je ne sais pas moi, de choisir tout ce que vous voulez. D'accord. Il est certain, on sait que dans la pratique, tout le monde ne choisit pas. D'accord. Donc, selon quel principe, pourquoi, comment, qu'est-ce que cela produit, quelles sont les conséquences de ce phénomène. Et puis, quels sont les acteurs prépondérants de ces marchés, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'aspect dominant, si vous voulez, quel est l'acteur qui produit principalement le fonctionnement de ces marchés. Alors, on a considéré trois formes simples de ces marchés. D'abord, la compétition entre le public et le privé. Globalement, ça existe dans tous les pays, avec des formes extrêmement variées. Mais dans tous les pays, vous avez un enseignement privé et un enseignement public, et une sorte de concurrence qui peut être plus ou moins forte entre ces deux formes d'offres scolaires. D'accord. Et donc, l'idée, c'est ça, est-ce que c'est une compétition, est-ce que c'est un marché au sens des économistes? Bon, est-ce que c'est un peu autre chose? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Les quasi-marchés, alors les quasi-marchés, c'est ce qu'on trouve ici en Belgique, c'est-à-dire, c'est pas un marché totalement libre comme celui des coiffeurs ou des voitures ou des épinards, c'est un marché qui est régi, régulé, organisé par l'État et aussi, peut-être surtout, dans lequel l'État est un offreur d'éducation extrêmement important, voire dominant, voire exclusif. Bon. Donc, on est quand même dans un système qui à la fois est un marché, mais qui en même temps aussi a une forte régulation, je dirais, du point de vue politique. Et puis, les marchés officieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la France, ce sont des marchés qui ne sont pas censés exister. On a hésité à appeler ça des marchés noirs, vous voyez, comme, c'est-à-dire un marché qui n'existe pas vraiment, qui est interdit, mais qui quand même fonctionne tout de même, etc. On a pris officieux parce que ça nous semblait beaucoup plus proche de la réalité en fait concrète de ce qui se passe dans ces types de marchés. Alors, on peut dire évidemment que ces formes élémentaires peuvent coexister dans un seul et même pays, bien sûr. Hein, le privé, le public, des quasi-marchés ou pas, des marchés officieux, donc tout ça est articulable les uns aux autres. Alors, j'ai mis ici un petit tableau qui me semblait assez parlant, j'espère que je ne me trompe pas, sur cette typologie. Pardonnez-moi, je vais chercher ma petite bouteille. Alors, donc on a mis ce tableau pour donner un peu une vision synthétique de ce que pourraient être ces marchés, avec d'abord la forme idéale typique dominante que peuvent prendre ces marchés dans un pays donné, les acteurs prépondérants, comme je l'ai dit tout à l'heure, les modes de construction principale du jugement, c'est-à-dire comment s'opère le choix dans chacun de ces systèmes, et puis la nature de l'action publique qui en émane. Alors, je vais développer ça dans la suite, évidemment, de mon propos, mais je peux commencer très, très rapidement à commenter ce tableau. Pour les marchés privés, par exemple, évidemment, lorsqu'on se penche concrètement sur ce que peut être un marché privé d'éducation, en fin de compte, relativement rares sont les cas où vous avez une offre privée d'éducation qui est totalement libre. Hein. Alors, ça existe, par exemple, si je prends l'exemple français ou d'autres pays, mais
on peut voir que on a une offre qui, certes, est un enseignement privé qui est extrêmement vaste et important, où à peu près 20% des élèves sont scolarisés dans ce système-là, donc 20% c'est beaucoup. Mais en même temps, on sait que c'est un système privé subventionné, aidé par l'État, dans le sens où cet enseignement privé est considéré comme ayant une mission de service public. Bon. Quand un système privé scolarise 20% des élèves, il a une fonction, en quelque sorte, de service public. Et donc, il est financé par l'État. Donc, ce n'est pas totalement un service privé, au sens où les parents ne paient pas le vrai prix de l'éducation. Si vous allez, par contre, à Genève, par exemple, le privé est totalement privé. Donc, à Genève, si vous voulez mettre votre enfant dans une école privée, évidemment, vous êtes totalement libre de le faire, mais vous payez le vrai prix. Et lorsqu'on voit les prix des écoles privées à Genève ou ailleurs en Suisse, on voit que le prix d'éducation est extrêmement élevé et ça demande des droits d'écolage extrêmement forts. Et seuls des gens qui ont des positions sociales et économiques surtout très élevées peuvent accéder à ce type de formation. Mais, évidemment, cela ne signifie pas que la qualité de ces écoles soit meilleure que la qualité des écoles publiques. Ce qui est différent dans les écoles privées suisses, c'est que votre enfant fréquente que des gens très riches ou des enfants de gens très riches et très bien, etc. Bon. Mais en termes de qualité éducative, il n'y a pas de lien direct entre le prix que vous payez et la qualité de l'éducation que reçoit votre enfant. D'accord ? Donc, évidemment, ça pose un problème en termes de régulation des marchés. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure de façon un peu plus développée. Je vous propose c'était juste un exemple. Alors, cela produit quoi ? Par exemple, j'ai mis politique de privatisation. C'est quoi une politique de privatisation ? Eh bien, certains, je vais y venir là. Et tout à l'heure, peut-être, je remettrai ce tableau pour vous le montrer. Mais par exemple, dans l'idée d'un marché scolaire comme compétition entre le public et le privé, eh bien, on se pose une question, on se dit, est-ce que la compétition, est-ce que la concurrence entre établissements va être profitable à tous ? C'est la question que l'on se pose. Et j'ai cité tout à l'heure 2 auteurs américains qui sont relativement célèbres parce qu'ils ont écrit à la fois des livres et puis des articles un peu polémiques, même extrêmement polémiques sur cette question-là. Et quand il y a des polémiques, évidemment, c'est intéressant, alors on va lire ce qui se fait. Et donc c'est Chubb and Moe, Public Markets and American Schools, où vous avez un ouvrage et tout un ensemble aussi d'articles qui essaie de démontrer l'idée que les marchés scolaires libres sont la meilleure solution pour optimiser l'éducation, d'accord ? Pour faire en sorte que le système éducatif ou les systèmes éducatifs soient les plus efficaces possibles. Ils parlent assez peu de l'équité ou des inégalités, ils sont plutôt intéressés par les questions d'efficacité. On y reviendra tout à l'heure. Donc leur réflexion porte là-dessus et ils vont développer l'idée qu'un système de pur marché pour l'éducation permettrait d'améliorer dans son ensemble le système éducatif. Alors évidemment, c'est un argument qui est intéressant. Il est intéressant au moins parce qu'il est très polémique, bien sûr, et puis il est intéressant parce que, en fin de compte, on peut essayer de le mettre à l'épreuve des faits. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Alors, j'ai cité tout à l'heure Friedman, je ne vais pas y revenir, mais c'est un grand classique, si vous voulez, de cette idée que l'éducation devrait être totalement privatisée, en quelque sorte. C'est une façon de dire ça doit être un marché comme pour les autres biens de consommation. L'idée principale est la suivante. La concurrence améliore le service éducatif comme elle améliore toute forme de service en général. C'est ça un peu l'idée principale. L'éducation est un bien comme un autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez en concurrence, tenez au hasard, les systèmes les transports,
puisque j'ai pâti quand même pas mal, et vous aussi en partie, de ces problèmes de transport, eh bien, si on met en concurrence les transports, ça va s'améliorer. Bon, je pense que c'est faux, moi, puisque quand on voit les transports en Angleterre, on s'aperçoit que ça n'est pas beaucoup mieux. Mais enfin bref, ce que l'on voit, c'est que ce qu'on dit, c'est il y a un gain collectif à faire fonctionner l'éducation sur le mode des marchés. Alors, les arguments que présente Chaban-Moll sont multiples. D'abord, ce sont les arguments de principe tels que je viens de les énoncer. Très bien. Il y a aussi d'autres arguments. C'est par exemple l'idée que dans un système privé, en fin de compte, le chef d'établissement, dans un collège ou un lycée ou une école, va être comme un petit chef d'entreprise. Il va recruter ses enseignants, c'est lui qui va assurer le management en quelque sorte, et du coup il va avoir une cohérence, une cohésion dans l'équipe pédagogique qui va être extrêmement forte. C'est l'un des arguments qu'il donne. L'idée, c'est que la loyauté des enseignants ne va pas aller à leur syndicat, à l'État, qui est une abstraction extrêmement vague, elle va aller à l'établissement dans lequel ils enseignent. Et de ce fait, cela va renforcer la cohésion des équipes, ça va renforcer la mobilisation des enseignants autour de la réussite des élèves. Alors, c'est intéressant parce qu'il nous dit, vraiment, l'analogie est totale avec une entreprise quelle qu'elle soit. Tous les employés, tous les salariés d'une entreprise ont intérêt à ce que l'entreprise ne fasse pas faillite. Donc, ils ont intérêt à se donner à fond pour que les choses réussissent et que ça marche. Bon. Ben, c'est pareil pour l'éducation. Alors, deuxième aspect, c'est que Chaban-Moll font un certain nombre de comparaisons qui pourraient être critiquables d'ailleurs, j'y reviendrai. Ils vont comparer comment fonctionnent les établissements publics et comment fonctionnent les établissements privés aux États-Unis à partir d'enquêtes empiriques. Bon. Ils vont montrer que dans les établissements privés, effectivement, la cohésion des équipes est beaucoup plus forte. Il y a une mobilisation, il y a une satisfaction au travail qu'ils ne retrouvent pas dans les établissements publics. Alors, évidemment, on pourrait réfléchir et puis critiquer ces résultats en disant que les établissements publics doivent accueillir tout le monde, alors que les établissements privés n'accueillent pas tout le monde, donc ça crée une petite différence entre tout ça. Enfin, il ne s'attarde pas sur cette question. Et donc l'idée, c'est de dire, puisque ça marche mieux dans le privé, eh bien, nous proposons que tous les établissements fonctionnent sur le mode du privé. Voilà, un peu l'idée, si vous voulez, qui est développée. Alors, cette prise de position, encore une fois radicale et intéressante, parce que radicale, s'appuie sur quoi? Alors, elle s'appuie sur les travaux de Chaban-Moll, quelques-uns, sur, en fait, pas mal de travaux sur le fonctionnement des écoles privées. Et j'en ai cité quelques-uns, je ne peux pas tout citer parce qu'on ne s'en sortirait pas, mais vous avez un travail de Coleman, par exemple, qui est relativement ancien, 1982, sur les high schools, avec une analyse comparative entre le public et le privé. Et dans ce travail, Coleman se questionnait sur la comparaison en faisant des suivis de cohortes sur le parcours scolaire et les apprentissages des élèves dans le privé et dans le public. Et ce qu'il montrait, c'est que les différences entre élèves de départ, au début de la cohorte, ou à l'entrée des high schools, ces différences tendaient à s'amenuiser, à diminuer dans les écoles privées et tendaient à rester identiques, voire à s'accentuer, dans les écoles publiques. Bon. Et donc c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, parce que Coleman nous dit, si on démontre cela signifie qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement des écoles privées et quelque chose dans le fonctionnement des écoles publiques qui fait qu'on produit plus ou moins d'inégalités, d'accord, dans le parcours des élèves. Bon. Alors, la question que se pose Coleman, c'est de dire, qu'est-ce qui va expliquer ça? Qu'est-ce qui explique que dans les écoles privées, il va y avoir plus de cohésion en quelque sorte. Les élèves vont scolairement se rapprocher au niveau de leurs acquis, d'accord, alors que dans le public, ils vont plutôt s'éloigner et les inégalités vont se renforcer. Alors ce que raconte Coleman, c'est de dire, dans les écoles privées, dans la mesure où
il y a une plus grande proximité entre les différents acteurs, les parents, les enseignants, les chefs d'établissement. Il y a plus de cohésion entre ce petit monde que constitue l'établissement. Et du coup, il va y avoir une continuité des valeurs entre les familles et l'école. Et du coup, cette continuité des valeurs crée une cohésion et crée des conditions d'apprentissage qui sont meilleures dans le privé que dans le public. Alors ce résultat est extrêmement intéressant parce que, évidemment, ça questionne sur, sur le fonctionnement de ces écoles. Alors, c'est un argument, si vous voulez, qui est extrêmement fort dans la voix de Chaubenneau pour dire privatisons tout. Quels sont les arguments qui critiquent ce modèle et qui sont en rupture avec cette conception que l'on pourrait appeler libérale, tout simplement, de l'éducation ou de l'organisation de l'éducation? Première critique, c'est une critique un peu conceptuelle. Donc, en tant que telle, elle n'est peut-être pas radicale, mais c'est une conception simpliste des marchés en éducation, avec l'idée que, comme l'histoire de la main invisible qui est censée réguler les marchés économiques, eh bien, il y aurait ce même système de régulation, une main invisible, qui régulerait l'offre et la demande d'éducation, et puis tout se passerait comme ça, comme par enchantement, très très bien. Alors, cette critique est tout de même importante, parce que lorsqu'on regarde les travaux de Coleman que je viens de citer, ou ceux de Chaubenneau, évidemment, tout dépend, les critiques vont vous dire, tout dépend de l'école privée que l'on observe. Rappelons que les écoles privées n'ont pas le même type de recrutement, ils peuvent choisir leurs élèves, ils peuvent en exclure certains, ils peuvent en mettre à l'écart. Donc ceux qui restent ont une cohésion plus forte, mais peut-être que cette cohésion interne se fait au prix d'une exclusion d'autres personnes, d'autres élèves qui auraient pu y être, mais n'y sont pas. Donc ça, c'est quand même un argument qui n'est pas négligeable. Et quand on voit à partir des enquêtes PISA, par exemple, ce qu'on appelle la variance inter- et intra-établissement, on voit que dans certains pays, les établissements se ressemblent tous, enfin, ils sont très proches, je dirais, en termes de composition, par exemple, sociale du public, puis d'autres, ils sont très différenciés. Et tout de même, l'idée que la population n'est pas la même dans le privé et dans le public est quand même un argument de poids pour dire que, certes, ça peut mieux fonctionner dans le privé, mais est-ce que ça fonctionnerait mieux si tous les élèves pouvaient accéder à ces écoles privées? Ensuite, le deuxième argument contre ces arguments pour les marchés scolaires libres, entre guillemets, c'est l'idée que l'offre et la demande ne produisent pas obligatoirement une meilleure adaptation de l'offre à la demande des familles, en l'occurrence, si on parle d'éducation. C'est une idée qui est relativement classique, c'est de dire, en fait, l'adaptation des offreurs va se faire par rapport aux autres offreurs et non pas par rapport à la demande d'éducation. Donc, en fait, l'idée, c'est les établissements, au lieu de s'adapter à ce que demandent les familles, dans une sorte de cohésion un peu idyllique, comme pouvait le présenter Chaubenneau ou Coleman, ça va être plutôt, je vais m'adapter à l'offre que fait mon voisin qui est mon concurrent direct, d'accord ? Donc s'il propose une option telle ou telle manière, moi je vais faire une option de la même façon, d'accord ? Et en fait, ça va produire une offre qui va dépendre, en fin de compte, strictement de l'observation de chaque établissement par rapport aux autres, et non pas de la recherche, de la satisfaction du public, en quelque sorte, ou des clients, entre guillemets, si l'on est dans un système de marché. Alors, il y a quelques travaux, des travaux anglais notamment, que je cite ici, qui ont pu expliciter tout de même ce mécanisme, en fin de compte, d'adaptation, non pas à la demande, mais aux autres offreurs. Troisième argument, c'est l'idée que le choix des familles n'est pas toujours libre. On dit tout le monde choisit, tout le monde est libre, on est des individus atomisés comme ça. C'est un peu la vision, si vous voulez, des économistes souvent. J'espère qu'il n'y a pas d'économistes dans la salle parce que je ne voudrais pas me faire engueuler. Mais, donc c'est l'idée que
les individus sont en fait libres, ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent. Bon, la réponse est, en fait, on sait que ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, d'abord parce que l'information n'est pas disponible, l'asymétrie d'information, ça existe, c'est-à-dire tous les clients potentiels ne sont pas informés, je vais y revenir, sur la nature de l'offre. Est-ce que tel établissement est un bon établissement? Est-ce qu'il n'est pas bon? Quels sont les critères que je vais choisir pour dire celui-là est bien, celui-là est pas bien? C'est extrêmement flou. On n'est pas visiblement dans quelque chose qui est très clair dans ce champ-là. Et donc, il y a cet aspect-là de la liberté, si vous voulez, qui n'est pas distribuée de façon libre. Alors, on pourrait donner, évidemment, mais je vais les développer tout à l'heure, d'autres arguments un peu plus concrets. L'idée, par exemple, que les marchés scolaires, surtout s'ils sont libres, et si, par exemple, ils ne sont nullement régulés, eh bien, produisent aussi énormément d'inégalités, puisque l'accès à certains établissements pourrait être plus cher, plus coûteux que d'autres, et évidemment, le capital économique n'est pas distribué de la même façon dans l'ensemble d'une population. Bon, donc, ça demande de toute façon une certaine régulation, si l'on veut limiter, voire, éliminer totalement ce genre de problème. Les marchés scolaires régulés par la puissance publique, les quasi-marchés, bon, c'est un système que vous connaissez, puisque c'est ce qui se passe en Belgique. Donc, c'est un système qui est extrêmement intéressant, parce que il y a une idée qui est relativement simple, c'est que l'éducation, l'offre d'éducation, doit être régulée par la puissance publique. On ne peut pas faire une offre d'éducation qui serait totalement libre. Et pourquoi est-ce qu'on dit quasi-marché? Eh bien, simplement parce que la rencontre entre l'offre et la demande est régie par l'État, et l'État, ou la puissance publique, offre aussi, évidemment, de l'éducation au travers des établissements publics, etc., etc. Donc, on n'est pas dans un système où on est sur le marché des voitures, par exemple. Dans le marché des voitures ou des voitures d'occasion ou des voitures neuves, l'État intervient relativement peu, même si ça a pu être le cas dans certains pays, dans certaines périodes historiques. Bon. Mais aujourd'hui, on peut dire que le marché des voitures est libre. Bon. Ce n'est pas le cas pour l'éducation. L'idée, c'est que pour que ce système fonctionne, il faut concilier un certain nombre de mécanismes, ou en tout cas de logiques, qui peuvent être en fait contradictoires, ne pas agir dans le même sens. Le choix des familles, d'accord. Par exemple, ce choix des familles doit être régulé, d'accord. Et puis l'État intervient aussi, bien sûr, pour définir les programmes, pour définir les conditions d'admission des élèves, pour définir l'information sur les établissements. Par exemple, l'État va dire, ben voilà, on va publier sur Internet des rapports pour chaque établissement qui va dire, ben voilà, cette année, il y a eu tant de réussites, tant d'échecs, tant d'absences, tant de ceci, tant de cela, qui sont autant d'indicateurs qui vont être, ben voilà, vous saurez ce que vaut tel ou tel établissement selon un certain nombre de critères extrêmement variés. Donc, le cas du Royaume-Uni et de la Belgique sont évidemment des cas très intéressants là-dessus, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des cas qui, en fait, divergent très fortement selon l'histoire de ces marchés scolaires ou de ces quasi-marchés scolaires, puisque du côté du Royaume-Uni, on a plutôt une sorte de volonté politique de libéralisation de l'éducation sur le modèle de la libéralisation de la société anglaise sous l'ère Thatcher, d'accord. Et puis du côté de la Belgique, on a quelque chose d'un peu plus complexe et plus historique lié à la création de l'État belge en 1830. J'espère que c'est bien 1830, parce que bon, voilà, j'ai bien cherché dans un dictionnaire. Bon. Alors, de façon concrète, de quoi s'agit-il, si on veut donner une définition extrêmement générale de ces quasi-marchés, eh bien, l'État garantit une certaine unité éducative, d'accord, les programmes, évidemment, les curricula, les rythmes scolaires, l'âge d'entrée à l'école, évidemment, les différents niveaux de formation. C'est aussi l'État qui contrôle l'ouverture et la fermeture des établissements, parce qu'on ne peut pas créer n'importe comment, n'importe quand, un établissement, n'importe où, etc. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc l'État est un acteur prépondérant de ces quasi-marchés scolaires. Et ça, c'est un point qui est important,
parce que cela signifie qu'on n'est pas dans un modèle de la libéralisation, on est plutôt dans un modèle hybride, hein, où il y a à la fois du choix et à la fois de la régulation par l'État. Alors, en Grande-Bretagne, par exemple, j'ai donné quelques exemples qui sont assez intéressants, parce que quand je me suis installé à Bristol, en Angleterre, en janvier, on m'a demandé de choisir l'établissement pour ma fille. Alors je n'avais strictement aucun critère de jugement, ne connaissant absolument pas Bristol, etc., ni le système anglais. Bon. Mais on m'a quand même demandé de choisir, de dire voilà, vous faites un choix, vous avez 3 établissements à choisir, je pense que c'est pareil ici, il me semble à peu près. Donc vous avez une liste, choisissez, et puis l'administration scolaire va considérer votre choix, considérer l'ensemble des choix de tous les autres parents qui inscrivent leur enfant dans l'école, et puis on vous donnera une réponse. Et puis on m'a donné une réponse, on m'a dit, ben voilà, votre premier choix n'est pas possible, le deuxième est possible, est-ce que vous l'acceptez? Alors je dis, ben oui, je l'accepte, et puis voilà, donc ça a fonctionné comme ça. Bon. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces écoles, si vous voulez, elles sont autonomes, mais surtout ces écoles sont évaluées. Il y a une instance, si vous voulez, qui fait partie de l'administration scolaire, qui s'appelle l'Ofsted, et qui est un système, un ensemble de personnes qui évaluent les établissements scolaires et qui sont chargées de voir si les choses fonctionnent bien au plan scolaire, au plan des apprentissages, au plan aussi des relations entre élèves, des relations entre les enseignants et les élèves, etc., etc. Et cela donne lieu à un rapport. Et cet organisme, l'Ofsted, va vous dire, bah, tel établissement, là, ça ne va pas. Vous devez renverser la machine. Ça fait 2 ans que les résultats des élèves baissent. Bon, il faut que ça change. Donc on revient dans 1 an, etc. Et puis certains établissements peuvent être fermés parce qu'ils ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent mal. Donc un établissement qui fonctionne mal est fermé. C'est relativement rare, puisque quand un établissement ferme, on en parle dans la presse locale. Bon, ça veut dire que ça n'arrive pas tous les jours, hein, quand même. Bon. Mais c'est une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des enseignants, et c'est extrêmement étonnant. Donc moi qui ai été scolarisé en France et puis qui a scolarisé ma fille en Suisse, évidemment, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Eh bien, ça fonctionne de cette façon-là. Et donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? C'est bien, c'est pas bien? Bon, on verra, on essaiera de voir ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. La réponse sera évidemment nuancée. Les écoles ne peuvent refuser un élève dès lors que les effectifs ne sont pas complets. Voilà. Il y a donc, comme je l'ai dit, une sorte de liberté de la part des familles de choisir leur établissement, dans une certaine mesure, bien évidemment. Le financement, puisque j'en parlerai après, des établissements est assuré par la puissance publique en fonction du nombre d'élèves. Bon. Donc ça, c'est un exemple de quasi-marché. Et puis, troisième type, si vous voulez, les marchés scolaires officieux, c'est un type qui est extrêmement différent des 2 premiers que je viens de donner, parce que les 2 premiers, en fin de compte, sont relativement connus comme type de marché. Les marchés officieux, par définition, ils sont moins connus, puisqu'ils n'en font pas l'objet d'une publicité extrêmement vaste dans leur fonctionnement. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de marché officieux? Le cas que je présente ici, c'est le cas de la France. De quoi s'agit-il? Eh bien, on est dans un système en France où vous avez l'affectation des élèves qui est régie par une carte scolaire. Une carte scolaire, ça veut dire que si vous habitez telle rue, dans tel quartier, dans telle ville, et vous allez, votre enfant va dans tel établissement du quartier qui est défini comme l'établissement du secteur. Bon. Et cette carte scolaire a en fait globalement 2 objectifs. Le premier objectif, qui est en fait l'objectif initial, c'est d'adapter l'offre et la demande. D'accord ? Dans la France des années 60, 70, 80, etc., eh bien, on avait un accroissement des effectifs scolaires, d'accord ? Une scolarisation qui s'est étendue, comme dans la plupart des pays européens. Et du coup, il fallait faire en sorte que chaque établissement
soit remplie et que chaque élève trouve un établissement, tout bêtement. Et donc la carte scolaire, c'était de dire, si vous habitez là, vous allez dans tel établissement, comme ça on peut prévoir, l'administration scolaire peut prévoir combien il y aura d'élèves l'année à N plus 1, enfin l'année 1 plus 2, plus 3, plus 4, etc., de façon à lisser les affectations scolaires. Donc ça, c'était un point très important, c'était un outil administratif, si vous voulez. Bon. Avec le temps, cette carte scolaire est devenue, entre guillemets, un outil de gestion de ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est-à-dire de la lutte contre la ségrégation. Alors je mets les guillemets à tout ça, parce que ce n'est pas un outil très efficace, bien au contraire, mais enfin, c'est un peu comme ça qu'il est présenté par certains acteurs de l'éducation. Et donc, l'idée, c'est que l'affectation est censée être régie par cette carte scolaire. Or, dans le cas de la France, mais dans d'autres pays c'est très différent, mais dans le cas de la France, l'offre scolaire n'est pas égale dans tous les établissements. C'est-à-dire, vous avez des établissements qui sont des établissements ghettos, qui sont des établissements où les élèves apprennent très peu de choses. Ce sont des établissements qui marchent très mal. Voilà. La qualité de l'éducation est extrêmement faible. D'accord ? Et d'autres établissements, là je parle du niveau du collège, c'est-à-dire à partir de 11 ans, à peu près, 11 ans, ouais, jusqu'à 15-16 ans, et d'autres établissements qui sont beaucoup plus performants, où la qualité est meilleure. Bon. Et donc ça crée totalement les conditions d'un marché scolaire officieux, au sens où officiellement personne ne doit choisir, mais réellement il y a des modalités de choix extrêmement fins qui permettent aux familles ou à certaines familles de choisir leur établissement. Et donc l'idée, c'est que dans le cas de ces marchés officieux, l'idée c'était d'abord de qualifier cette situation de marché scolaire. Est-ce que c'est vraiment un marché ? Pas vraiment au sens de Schopenhauer ou de Coleman ou d'autres, ou de Friedman. Ce n'est pas non plus un marché au sens des quasi-marchés, c'est-à-dire avec l'idée qu'officiellement on peut choisir, ce qui du coup permet à tous, dans certaines mesures, de choisir. Ici, officiellement personne ne choisit, officieusement beaucoup choisissent. Donc ça crée, si vous voulez, un principe qui est extrêmement inégalitaire et qui crée des situations scolaires extrêmement, dévalorisantes pour certains élèves et pour certains établissements. Donc il y a plusieurs idées, plusieurs corrélats à cette situation. Premier corrélat, c'est que dès lors que vous avez un marché officieux, il ne peut pas être régulé par l'action publique puisque ce marché n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de marché, on ne peut pas agir, l'action publique ne peut pas agir de façon officielle pour dire là il y a un problème ou il n'y en a pas, on va agir de telle ou telle façon. Bon, premièrement. Deuxièmement, cet aspect officieux renforce l'opacité de ces marchés scolaires. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Angleterre, j'aurais pu donner l'exemple de la Belgique ou d'autres pays, où dans le cas des quasi-marchés, on a une information, même si elle est parcellaire, même si elle est incomplète, même si elle est imparfaite, on a une information sur l'établissement. D'accord ? Dans le cas des marchés officieux, il n'y a aucune information sur les établissements, puisque officiellement, tous les établissements se valent. Donc il n'y a strictement aucune raison de donner une information, puisque l'établissement A vaut l'établissement B, qui vaut l'établissement C, etc. etc. D'accord ? Donc ça crée une opacité qui est extrêmement grande, puisque la question qui se pose de façon extrêmement précise dans ces situations-là, c'est la question de la façon dont les familles vont juger de la qualité de l'établissement où ils veulent mettre leur enfant. C'est un point qui est très important, parce que évidemment cette opacité est telle que cela crée des situations particulièrement ambiguës. Je me permets de revenir, pardonnez-moi, c'est pas très pédagogique, mais bon, je vais faire une entorse, au tableau. Je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà. Bah, sur le tableau, et puis j'avais mis marché officieux, choix contraint entre établissements, la forme idéale typique dominante, famille. Les acteurs prépondérants, ce sont les familles, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui choisissent, qui définissent en quelque sorte la nature du marché qui va se mettre en place. Et puis surtout, nous avions mis, mode de construction principal du jugement, j'avais mis le réseau.
Alors, pour un peu expliciter cela, pour pas que ça vous apparaisse trop abstrait ou abscon, l'idée du réseau, c'est quoi? C'est l'idée que ce qui va permettre aux familles d'apprécier la qualité d'un établissement, ça va simplement être sa réputation. Et sa réputation, comment est-ce que se construit une réputation? Par des réseaux, les réseaux de parents, par exemple, qui vont dire attends, ton enfant est dans le collège machin, mais attends, mais tu es folle. Il faut absolument que tu l'enlèves, parce que c'est un collège très violent, les enfants n'apprennent rien, etc., etc. J'ai ma voisine qui a eu un problème, etc. Et donc ça crée en quelque sorte une réputation liée aux établissements, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, qui en quelque sorte produit des mécanismes comme ça de marché extrêmement opaques qui posent beaucoup de problèmes. On va le voir tout à l'heure en termes d'égalité notamment. Alors, si je continue assez rapidement dans le cas de la France, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'une des analyses qui a été faite sur ce système de quasi-marché, de marché officieux, c'est que la carte scolaire accentuait, renforçait les phénomènes de ségrégation. Quand vous habitez dans un quartier, c'est relativement connu, dans un quartier où la ségrégation est extrêmement forte, ségrégation ethnique, ségrégation sociale, etc. Bon, eh bien, le collège du quartier va, grosso modo, être le reflet de la ségrégation du quartier lui-même. Bon. Dès lors que vous avez une ségrégation urbaine, eh bien, vous avez une ségrégation scolaire. Bon. Même si on pourrait apporter des nuances là-dessus, mais pour l'instant, on peut en rester là. Et donc, quelle est l'idée qui a été développée? C'est que on va assouplir la carte scolaire. En fin de compte, cette carte scolaire, elle est extrêmement mal gérée, et du coup, on a eu, y compris après l'assouplissement de 2007, eh bien, un renforcement, d'accord, de ces phénomènes de marché, parce qu'on s'est aperçu, mais les sociologues le savaient depuis longtemps, que tout le monde ne choisit pas. Donc l'assouplissement de la carte scolaire a renforcé le choix des familles plutôt aisées, plutôt de classe moyenne aisée, pas uniquement, mais plutôt, et cela n'a fait que renforcer les phénomènes les plus négatifs liés à la ségrégation. Donc on a, si vous voulez, un phénomène d'opacité de la qualité éducative des établissements, et du coup, cela pose vraiment un certain nombre de problèmes qui sont difficilement, que l'on peut difficilement résoudre avec un système de différenciation de l'offre scolaire, avec un système d'hétérogénéité de la qualité de l'éducation et surtout avec des phénomènes d'opacité de l'information sur la qualité des établissements et du coup cela pose un certain nombre de problèmes de fonctionnement. Alors, je me permets, je ne vais peut-être pas aller là-dessus, je vais avancer, pardonnez-moi, pour traiter, parce que je vois que le temps passe, je parle un peu trop, c'est mon job en même temps, mais enfin, sur le fonctionnement des marchés scolaires. Alors, en quoi, lorsqu'on a ce système de marché, on voit que, en fin de compte, quand je vous ai présenté ma typologie ou notre typologie sur les marchés scolaires, j'ai quand même donné quelques informations assez précises sur le fonctionnement et le rôle des marchés. Le premier point, si vous voulez, c'est que les travaux qui étudient le fonctionnement des marchés vont travailler sur au moins 3 types d'acteurs. D'abord, les parents et les modalités de choix, d'accord, d'une part. Comment est-ce qu'ils choisissent, selon quels critères, quelles sont en fin de compte les inégalités produites par ces choix différenciés, les établissements face à la concurrence, c'est-à-dire comment les établissements vont réagir à cette situation de concurrence, et puis troisièmement, comment l'action publique agit, c'est-à-dire comment l'administration scolaire, on pourrait dire ça comme ça, va réguler par éventuellement les performances, c'est-à-dire en produisant une information sur les établissements scolaires. Alors, cela revient, ce que je vous écris là, à faire une sociologie des marchés
contrairement à une économie des marchés, hein, j'insiste un peu là-dessus, c'est que si l'on fait une sociologie des marchés, on va s'attarder aux variations sociales qui sont produites par la diversité de la société, tout simplement. Hein. On pourrait dire ça de cette façon-là. Du côté de l'économie des marchés, on va postuler que les acteurs cherchent tous, de façon égale, à optimiser leurs biens ou leurs gains. Hein. Du côté des sociologues, on va plutôt on va se questionner sur comment la diversité ou la stratification sociale va agir sur la diversité des choix et la façon dont les individus vont agir. Alors, je ne sais pas si j'ai pas... Voilà. Alors, premièrement, sur les parents, bon, je peux citer là-dessus le très bel ouvrage d'Agnès Van Zanten qui s'appelle « Choisir son école », qui est extrêmement intéressant parce que, justement, c'est une sociologie des choix. Alors, je ne peux pas m'y attarder trop. L'idée, c'est de dire comment et selon quels critères les parents choisissent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail qui a été fait en France et sur, plus particulièrement, Paris et la région parisienne. Et c'est extrêmement intéressant parce que s'il y a bien un endroit en France où les marchés officieux sont forts, c'est dans cette région de la capitale. Alors, je vous donne par exemple ce tableau, juste pour résumer, hein, dans les grandes lignes, ce que montre le travail d'Agnès Van Zanten. Elle montre plusieurs choses. Elle montre que lorsqu'on étudie la façon dont les individus choisissent, elle montre que, premièrement, on choisit en fonction de ses valeurs et ce qu'elle appelle de ses visées, c'est-à-dire des conceptions que l'on a de l'éducation, ce qui paraît, évidemment, ça paraît une évidence. Bon. Mais c'est intéressant parce que cela montre que le choix va toujours être variable selon la position au sein de la stratification sociale, premièrement, et puis, deuxièmement, elle va montrer que ça dépend aussi, évidemment, des moyens, à la fois culturels et économiques, que l'on peut avoir pour choisir son établissement. Alors, ça lui permet de faire une typologie que je ne développerai pas, mais peut-être je donnerai juste quelques cas. Ce qui est intéressant, c'est elle compare, par exemple, les technocrates, les intellectuels, les techniciens, les médiateurs. C'est une typologie très simple qui veut dire les technocrates, ce sont les diplômés du supérieur qui travaillent dans le privé, et puis les intellectuels, les diplômés du supérieur qui travaillent dans le public. Hein. Et puis les techniciens sont les classes moyennes du privé et les médiateurs des classes moyennes du public. Bon. Et donc, elle montre quand même que pour tout cet ensemble de personnes, de groupes sociaux, encore une fois, elle s'intéresse à ceux qui choisissent son école, hein, pas à tous les membres de ces groupes sociaux, mais elle montre comment les choix vont être extrêmement variés en fonction d'un certain nombre de critères, tels que la perception des établissements, tels que le choix, tels que la nature des réseaux de jugement qui peuvent être tissés par les individus et par les familles. Et donc, on a, si vous voulez... ah oui, pardonnez-moi. Et puis aussi, dans quelle mesure ces gens qui choisissent... comment les choix, sont orientés par la situation urbaine de l'habitat, parce qu'évidemment, les gens qui choisissent sont aussi ceux qui sont dans les beaux quartiers, parce que vous pouvez, si vous avez les moyens économiques, habiter dans un beau quartier où vous avez un bel établissement, et puis tout le monde est heureux, content et beau, etc. Et puis si vous n'en avez pas les moyens, vous avez plus de problèmes pour déroger à la carte scolaire, et ça pose évidemment beaucoup plus de problèmes. Alors, je ne voudrais pas m'attarder, mais je vous ai mis ici une petite citation que j'ai prise dans Actes de la recherche en sciences sociales. Ça illustrait le petit article que j'ai fait avec Joël Perroton dans cette revue. Alors je vous la lis parce que ça illustre bien le contexte, l'ambiance de la situation française sur cette question des marchés officieux et des conséquences négatives que cela peut avoir à la fois sur les individus et sur leur scolarité. Si j'avais les moyens, je déménagerais. En habitant le quartier, on se rend compte qu'on a fait une erreur. On ne veut pas être mélangé à ça. On a eu un problème de voisinage, on en a parlé aux policiers. Il y a eu des coups de feu de tirés et ils ne se sont pas déplacés. Comment voulez-vous que votre gamine qui est dans un collège où il y a toute cette racaille se sente en sécurité ? Elle,
elle va le vivre différemment de moi parce qu'elle n'a que 14 ans. Mais moi, je me fais du souci. Je ne peux pas l'empêcher de fréquenter certains gamins qui sont peut-être très bien, mais qui sont issus de familles bancales. Pour moi, c'est de la racaille. Alors, c'est intéressant surtout de savoir qui parle. 2 enfants, dont un dans un collège très défavorisé, dérogation refusée, mère aide-soignante, père peintre artisan. Bon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette illustration? Pour montrer toutes les ambiguïtés de la question des marchés scolaires. D'accord? Dans la situation française, ces gens qui se sentent mal à la fois dans leur quartier et qui se sentent mal dans l'établissement de leur fille, bon, eh bien, sont à la fois coincés par la carte scolaire. C'est-à-dire, on leur dit, écoutez, la République une et indivisible a décidé que votre enfant devait aller là, donc votre enfant va là. Bon, mais eux, ils ne sont pas contents. Bon. Et ça crée un problème, à la fois un problème évidemment tout simple de frustration, et puis ça crée aussi un problème d'égalité et de justice, parce que, évidemment, ce que décrit, enfin on ne sait pas de quel établissement il parle, mais on peut imaginer qu'il parle d'un établissement ghettoisé, et que ça pose des problèmes en termes de qualité de l'offre éducative qui est proposée. Alors c'est intéressant de voir ça, et de voir que, en fin de compte, les effets de la carte scolaire sont extrêmement ambigus, d'accord, extrêmement ambigus. À la fois, dans certains cas, ça peut permettre de limiter les effets de ségrégation, par exemple, et puis dans d'autres, ça produit des effets d'assignation dans son quartier pour un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens économiques ou culturels de passer à autre chose et de changer ou de choisir des établissements comme d'autres personnes ou d'autres familles de classe moyenne avec plus de ressources peuvent le faire. Donc évidemment, cette question des marchés officieux pose la question du choix, ce que je disais tout à l'heure sur les opportunités, d'une part, et ça pose aussi évidemment la question de l'égalité des choix ou l'égalité des non-choix. Deuxième aspect qui concerne les stratégies ou les acteurs de l'éducation, ce sont les stratégies des établissements. Alors, je vais me permettre peut-être de passer un peu rapidement sur cette question-là, parce que j'aimerais bien parler des conséquences quand même, parce que c'est ça un peu le nœud du problème. Bon. Sur la question des établissements, j'en dis juste 2 mots. Quels sont les problèmes qui se posent? Voilà, quels sont les problèmes qui se posent? L'idée, je le répète, globale, c'est de dire, si vous avez un marché, il y a de la concurrence, et s'il y a de la concurrence, tous les établissements ont intérêt à améliorer leur offre d'éducation, parce que c'est une question sinon, ils se vident de leurs élèves. Bon. Donc ils vont être motivés pour produire, pour faire apprendre les élèves, etc. etc. Et de ce fait, cela va produire un cercle vertueux pour ces établissements. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir d'un certain nombre de travaux, que je ne peux pas citer trop amplement, veuillez m'en excuser. D'abord, les marchés produisent des stratégies de marketing, bon, ce qui n'est pas étonnant, s'il y a un marché, il y a des stratégies de marketing, c'est normal. On va travailler beaucoup plus sur l'image de l'établissement que sur la réalité de sa production, premièrement. Et puis aussi, aspect important, c'est que j'ai déjà dit, donc je vais passer rapidement dessus, les établissements, je dirais, s'adaptent plus à la concurrence aux attentes des familles. Mais surtout, l'idée, c'est qui choisit. Alors, il y a une idée qui est extrêmement intéressante, c'est que dans les situations de marché scolaire, je pense que dans le cas belge, ça a été quelque chose d'extrêmement fort, c'est de dire que quand vous avez un marché, vous avez certains établissements qui sont plus attractifs que d'autres. Et s'ils sont plus attractifs, eh bien, ils vont avoir la capacité de choisir leurs élèves. Donc, en fait, il va y avoir des familles qui vont choisir des établissements qui sont eux-mêmes attractifs. Ces établissements ayant plus de demandes que de places vont eux-mêmes choisir et sélectionner leurs élèves, et cela va produire en fait un principe qui est assez paradoxal, c'est de dire que, en fin de compte, ces marchés ne vont pas favoriser tant que ça le choix des familles, mais plutôt le choix des établissements quant à la nature des élèves qu'ils vont scolariser. Bon. Donc là, on est là-dedans. Alors, j'avais prévu de vous lire une longue citation tout à fait édifiante, mais je ne vais pas le faire, veuillez m'en excuser. Je vais aborder directement les conséquences des marchés scolaires, parce qu'il me semble que c'est vraiment le nœud du problème.
et qui permettra peut-être ensuite de passer aux questions. Si je parle jusqu'à 8h15, qu'est-ce que tu en penses, Marc? C'est bien ou pas? Ouais, bon. Il a dit oui. Bon. Alors, donc, le vieux sage était là, il dit oui, tu peux y aller. Et donc, l'idée sur les conséquences des marchés scolaires. On est là, si vous voulez, dans un principe qui est extrêmement important, c'est l'idée, on a une idée sur l'idée un peu abstraite du fonctionnement des marchés. On nous dit que le marché favorise l'égalité, en fin de compte, ou en tout cas l'efficacité de l'éducation. Et donc, la question, au plan empirique, c'est de mesurer ces conséquences, les externalités, comme on dit, des marchés scolaires. D'abord, sur la qualité et l'efficacité de l'offre éducative. Alors, quelle est la question qu'on pose là-dessus? On dit, est-ce que dans soit des pays, si on se place au niveau national, ce qui est quand même difficile pour établir des faits, ou si l'on se place sur des aires, par exemple des districts, hein, un district scolaire par exemple, est-ce que le fait d'avoir un marché, c'est-à-dire le libre choix des parents, où les établissements sont en concurrence pour avoir les élèves et peut-être aussi les meilleurs élèves, très bien, est-ce que cette situation-là améliore, la qualité globale de l'offre, d'accord, et est-ce que, ça améliore la qualité globale de l'offre privée et la qualité globale de l'offre publique, hein. Par exemple, vous pouvez vous dire, est-ce que si, dans un secteur scolaire, j'ouvre 1 ou 2 établissements scolaires privés, hein, qui n'existaient pas avant, quelles vont être les conséquences de cette ouverture d'établissements privés sur les autres établissements? C'est-à-dire, est-ce que les élèves de ces établissements publics, par exemple, est-ce qu'ils vont fuir ou pas? Est-ce qu'il va y avoir plus de ségrégation? Est-ce qu'ils vont mieux apprendre ou pas? Est-ce que la concurrence va améliorer l'ensemble de la qualité des établissements? Ça, c'est ce que disent les tenants du marché. Ils vont vous dire oui, plus de concurrence égale plus de qualité, comme les coiffeurs. Bon. Et puis d'autres qui vont vous dire non, plus de concurrence égale plus de ségrégation, plus d'inégalité. Bon. Donc peut-être plus de qualité ici, mais beaucoup moins là. Bon. Deuxième aspect que je viens de donner sur la ségrégation et les inégalités donc d'apprentissage. Là-dessus, le débat est extrêmement vif. Et quand on lit la littérature, je dois vous dire que ce n'est pas une mince affaire, d'abord parce qu'elle est abondante, mais bon, ça fait partie du métier, mais aussi, surtout, parce que tout le monde n'est pas d'accord, et les productions scientifiques sur cette question ne sont pas toujours unanimes. Certains vont vous montrer quelque chose, d'autres vont vous montrer le cas inverse. Donc, c'est un peu ce qui fait l'intérêt de tout ça. Là, j'ai choisi de vous parler d'un seul article. Je suis désolé, mais je pensais que c'était mieux. Et c'est un article qui est une méta-analyse. Alors c'est un peu ancien, ça date de 2002, mais en même temps, ça montre bien le fonctionnement et le système tel qu'il est présenté. Belfield et Levin, 2002, une méta-analyse de 41 articles empiriques sur les effets de la concurrence entre écoles. Alors quand je dis articles empiriques, ce sont des articles qui ne sont pas simplement ouais les gars, c'est vachement bien les marchés, ou non, c'est pas bien, c'est mal. Non, on a une enquête empirique extrêmement précise sur les effets du marché ou des marchés scolaires. Alors, il y a plusieurs cas évidemment qui sont étudiés par ce travail, c'est un très bel article. La concurrence peut se faire entre écoles privées et publiques, d'accord ? Il y a d'un côté les privés et les publics, entre écoles publiques dans des districts, dans un même district, ou entre écoles publiques dans des districts différents. Les effets sont mesurés de différentes manières, évidemment. Les conséquences des marchés peuvent se mesurer, par exemple, sur les résultats académiques des élèves, évidemment. Hein. Est-ce que plus de concurrence implique de meilleurs résultats pour les élèves, puisque c'est ce que nous disent les tenants des marchés. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Sur les taux de décrochage, sur les taux de diplomation, essentiellement, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont étudiés. Alors, qu'est-ce que nous disent les auteurs ? Très très simplement, hein, une simple évaluation indique que plus d'un tiers des 206 estimations, puisque dans chaque article, il pouvait y avoir plusieurs enquêtes qui étaient produites,
d'un tiers des 206 estimations distinctes signalent une corrélation statistiquement significative entre une concurrence accrue et un meilleur résultat académique dans les écoles publiques. D'accord ? Alors vous voyez, cette phrase, elle est extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante parce que on a eu de longs débats avec mes co-auteurs. Certains ont dit cela montre que les marchés scolaires sont efficaces, en fin de compte. Ça produit de meilleurs résultats académiques. Mais, évidemment, il y a un mais, c'est que ça ne s'applique qu'à un tiers des 206 estimations. Alors, un tiers, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. On n'en sait rien, c'est juste un tiers. Bon. Mais ça nous dit quand même plusieurs choses. Ça nous dit, premièrement, que les systèmes de marché scolaire n'ont pas l'efficacité générale que défendent les tenants de cette option. Les Chebenmo, par exemple, et d'autres, vous disent, dans tous les cas, cela va améliorer le service éducatif et tout le monde va en tirer des bénéfices. Si vous mettez des écoles privées dans un secteur où vous avez déjà des écoles publiques, ces écoles privées vont permettre aux écoles publiques de se mobiliser, parce que la concurrence sera rude, ils vont se mobiliser et ils vont améliorer les résultats scolaires des élèves. Ils vous disent ça. Là, ce que nous dit cette méta-analyse, c'est que ça peut être vrai, 30% des cas, c'est pas rien, mais ça veut dire aussi que dans 70% des cas, c'est faux. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que parfois, ça n'a pas d'effet. D'accord. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça nous dit aussi, c'est ce résultat, que les marchés scolaires, ce n'est pas non plus l'horreur absolue que certains peuvent décrire. Vous avez beaucoup de travaux qui vous disent les marchés scolaires, c'est l'enfer. Bon. Ça ne marche pas, ça accentue ça accentue les inégalités, ça ne produit rien de ce que prévoient les tenants de ces marchés. Là, cette phrase nous dit, c'est pas vrai non plus. Bon. Et donc, je vous avoue qu'on a été assez embêtés parce qu'on s'attendait à des résultats un peu plus marqués, et du coup, c'est pas exactement ce que l'on a trouvé. Deuxième aspect, deuxième travail que je vous présente, c'est un travail de Caroline Oxby qui fait beaucoup de travaux qui est une économiste sur cette question. Et elle produit des travaux extrêmement précis sur les effets des marchés sur l'efficacité des écoles. D'accord ? Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, j'ai pris School Choice and School Productivity, c'est un texte que vous pouvez trouver sur Internet, mais elle a fait beaucoup sur JSTOR, vous trouvez une quantité incroyable de ses articles, donc elle produit beaucoup d'éléments là-dessus. Et je vous ai juste cité sa conclusion, parce que je ne voulais pas trop développer là-dessus. En définitive, elle montre que l'effet du choix de l'école privée sur la productivité est important et survient uniquement par un effet sur la réussite. Les dépenses par élève dans les écoles publiques ne changent pas, mais leur efficacité est plus élevée. Alors, j'explique cette phrase. Elle regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment l'implantation d'écoles privées dans un secteur scolaire va avoir des conséquences sur les apprentissages des élèves dans les écoles publiques, d'accord ? Donc, les écoles qui sont concurrencées par ces écoles privées, d'accord ? Et elle se pose la question non seulement de l'efficacité, mais aussi de l'efficience. L'efficience, c'est un concept de l'économie d'éducation qui renvoie à l'idée de mesurer l'efficacité en fonction de la dépense nécessaire pour arriver à faire en sorte que les élèves apprennent. D'accord ? Donc l'efficience, c'est l'efficacité plus le coût de l'éducation. Et ce que montre Oxby, c'est que, la concurrence accrue accentue l'efficacité des établissements publics, donc des établissements qui sont concurrencés, d'une part, et d'autre part, elle montre que ce gain d'efficacité, il ne produit pas, un surcoût éducatif. Au contraire, cela renforce aussi l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre l'efficacité d'une part et le coût de l'autre. Donc, on voit que du côté de l'efficacité, les résultats sont, alors certes mitigés, mais pas aussi négatifs que ce que l'on pourrait penser a priori. Bon, ça c'est un premier point. Mais deuxième point, qui me semble extrêmement important aussi, c'est que lorsqu'on écoute ou lorsqu'on lit les économistes,
notamment les économistes de l'éducation qui travaillent sur les marchés scolaires, ils s'intéressent assez peu aux inégalités. Ils vont dire, est-ce que ça améliore le service éducatif? Et ils vous disent, si ça améliore le service éducatif, tout le monde va en profiter. Les faibles comme les forts, les riches comme les pauvres, puisque quand on améliore un système, tout le monde en profite. Ce n'est pas toujours faux, ce n'est pas toujours vrai non plus. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'idée de ségrégation? Alors l'idée, vous la connaissez, beaucoup de chercheurs ici le savent, bon, c'est les marchés scolaires produisent de la ségrégation, puisque chacun choisit selon des critères sociaux différents, selon tout un ensemble de procédures, et du coup cela va accentuer la ségrégation qui, à son tour, accentue les inégalités d'acquis, puisque cela va produire des effets, notamment liés aux effets de pair et à d'autres aspects. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Alors j'ai pris l'Angleterre et le pays de Galles. Qu'est-ce que je peux dire si je veux résumer un peu les résultats? Voilà, j'ai pris un article, là aussi qui est ancien, mais qui est pas mal, parce qu'il a un certain nombre de comparaisons qui sont extrêmement intéressantes. L'idée, c'est quoi? Alors, il y a eu de très vifs débats en Angleterre sur cette question. Tout le monde n'est pas d'accord sur les résultats. Ça dépend, il y a des batailles sur l'indice de ségrégation, lequel faut-il utiliser, celui-ci ou celui-là, comment est-ce qu'on mesure bien sûr les acquis des élèves. Bon, tout ça est extrêmement important, hein. Bon, mais je passe là-dessus. Et qu'est-ce que montre, par exemple, cet article ou ce travail de Gorard, Fritz et Taylor? C'est que lorsqu'on compare au départ la mise en œuvre des quasi-marchés en Angleterre jusqu'à 2001, on remarque que l'évolution n'est pas linéaire. Et ça, c'est un résultat qui est extrêmement intéressant. L'évolution n'est pas linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, cela a accentué la ségrégation, c'est-à-dire dans les 3 premières années, la ségrégation s'est accrue, d'accord? Ensuite, on a observé un indice de dissimilarité qui s'est stabilisé, qui a baissé, entre 89, excusez-moi, je suis un peu perdu dans mon PowerPoint, c'est pas très bien, il va passer de 34,7 à 32, c'est-à-dire on va avoir une baisse de la ségrégation, et puis dans la dernière période, on va avoir une augmentation légère sur les 3 dernières années, une augmentation donc de 98 à 2001. Donc en fait, ce résultat est intéressant parce que ça veut dire que les résultats, les conséquences sur la ségrégation des marchés scolaires ne sont pas linéaires, ça peut varier, et ça c'est intéressant en termes de politique, je vais y revenir dans ma conclusion. En termes de réussite, bon, les résultats, je vous cite juste une partie de l'article. Les différences de réussite ont diminué, qu'on les mesure entre les meilleurs élèves et les plus faibles, entre groupes ethniques, entre garçons et filles, entre régions économiques et entre secteurs scolaires. Le système dans son ensemble devient donc de plus en plus équitable dans la répartition de la qualification. Bon, donc ce résultat-là va nous dire, en fin de compte, il y a une amélioration, elle n'est pas extrêmement forte, mais les inégalités n'ont pas explosé, elles ont même diminué depuis la mise en place de ces marchés, de ces quasi-marchés scolaires en Angleterre. Alors évidemment, le débat n'est pas clos, parce que d'autres indicateurs peuvent montrer des choses différentes, bon, mais c'est un des résultats possibles. Dans d'autres contextes nationaux, alors en communauté française de Belgique, alors il y a plusieurs travaux, les travaux de Marc bien sûr, mais d'autres travaux aussi d'autres universités belges. Et alors qu'est-ce que l'on voit? On a plutôt un consensus qui s'établit sur les effets ségrégatifs très forts des quasi-marchés scolaires et sur des conséquences assez négatives sur l'équité. Donc le cas belge va être différent peut-être du cas anglais. On a le même phénomène aux Pays-Bas avec les travaux de Karstien. Alors, je pourrais rajouter encore des choses. Je vous propose, je vais passer directement à ma conclusion pour qu'on puisse quand même un peu discuter. Alors, dans ma conclusion, je me suis posé la question de la régulation. Voilà.
Je suis parti tout à l'heure, au début de cette conférence, sur l'idée que les débats entre les pros ou les contre marchés, ces débats étaient extrêmement dichotomiques, extrêmement forts, extrêmement polémiques, d'accord, et que très souvent, les arguments qui étaient échangés étaient peu empiriquement fondés. Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré que, en fin de compte, les résultats que l'on peut tirer de la recherche sont extrêmement nuancés. Ils sont nuancés au plan de l'efficacité de ces marchés. Est-ce que la concurrence améliore l'efficacité des établissements? Ça arrive. C'est pas un fantasme d'économiste néoclassique ou néolibéral. Non, ça arrive. C'est pas quelque chose qui est faux. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Bon. Ensuite, est-ce que ça produit de la ségrégation? Oui, souvent, dans certains pays. Parfois, ça limite la ségrégation. Bon. Donc, en fait, on a des résultats qui sont beaucoup plus nuancés que ce que l'on pourrait croire a priori si on se limite à une lecture assez, superficielle des résultats. Donc, l'idée, c'est et c'est là-dessus qu'on a conclu notre ouvrage, on a longuement discuté sur cette question-là, c'est de dire, en fin de compte, tout dépend. C'est un peu décevant toujours lorsqu'on conclut un ouvrage en disant ça dépend. Voilà. Est-ce que c'est bien les marchés scolaires? Ça dépend. Ah oui, d'accord, bon, ok. C'était bien la peine de faire tout ce travail. Et donc, en fait, ça dépend au sens où ça dépend des modes de régulation qui sont mis en place. Et ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important parce que ça permet de donner à l'action publique toute sa place dans la régulation de ces marchés. Alors, par exemple, je me suis inspiré du rapport de Marc Demeuse et puis d'autres qui a été fait en 2007 et puis de la thèse de Nathanaël Friand qui est extrêmement intéressante sur ce point parce que justement c'est une façon de réfléchir sur les modes de régulation. Et il est vrai que par exemple réfléchir sur la façon dont on affecte les élèves aux établissements, la façon dont on fait varier les modes de financement des établissements, de façon à quoi? De façon à faire en sorte que tout le monde ait intérêt à être vertueux. C'est-à-dire que si vous faites varier, par exemple, les modes de financement des établissements au degré de mixité sociale et pourquoi pas ethnique et académique d'un établissement, eh bien vous poussez les établissements à être vertueux et à faire en sorte que leur public soit le plus diversifié possible. Et donc, vous faites en sorte de limiter les phénomènes de ségrégation. Et je crois que ce que nous avons observé et les résultats que je vous ai donnés, qui sont parfois des résultats qui vont dans un sens et parfois dans un autre sens, eh bien, cela montre les effets de ces modes de régulation. Parce que lorsqu'on compare des travaux, souvent, on compare des contextes que l'on ne maîtrise pas toujours et qui ne sont pas toujours explicités dans les articles. Et si des différences s'observent, c'est probablement parce que, et ça sera ma conclusion, on observe des modes de régulation qui agissent dans un sens ou dans un autre sur le fonctionnement de ces marchés. Voilà, je vous remercie. Merci Georges, on va devoir parler fort parce que le co-baladeur est allé se balader, donc on n'a pas avec nous, donc il va falloir faire preuve de voix. Je pense que la conclusion de Georges est vraiment importante. Ça dépend en effet, on regarde de façon très distante le système belge, le système anglais, on peut se dire finalement c'est des marchés, sauf que l'histoire n'est pas la même. Et que chez nous on n'a pas de training schools fermes d'autorité quand on n'a pas les standards. On n'a jamais vu ça chez nous, de fermer l'école. La liberté est basée sur un principe constitutionnel qui est on peut offrir et voilà. Donc je crois qu'il faut aussi pouvoir regarder le système comme tu l'as bien montré. Mais peut-être que certains d'entre vous ont des remarques, des questions, des suggestions, des idées, faire partager, soit aux autres, bien sûr, soit aussi à Georges. N'hésitez pas à 2-3 questions, 2-3 remarques. Vous êtes très fatigué. En fait, le système belge, il est quand même relativement hypocrite parce qu'en effet, on a la liberté de choix, mais on n'a quasiment aucune information officielle. Les palmarès des écoles ne peuvent pas être communiqués. Avant, on pouvait. Maintenant, c'est aussi basé sur des rumeurs
et des on-dit comme en France, alors qu'en France, c'est les rumeurs et les on-dit, et on n'a pas la liberté de choix. Donc c'est pas logique du tout, quoi. Alors la question c'était de dire que dans le système belge, il y avait une certaine hypocrisie aussi, puisqu'il y avait le libre choix d'un côté, mais qu'en même temps, il n'y avait pas d'information explicite, hein, c'est bien ce que j'ai compris, sur les établissements scolaires qui permettraient de choisir en toute connaissance de cause l'établissement. Alors, effectivement, c'est un cas qui est intéressant et qui peut paraître un peu étonnant, parce qu'effectivement, si vous choisissez, si on vous dit vous pouvez choisir, il faut savoir sur quelle base vous choisissez. Alors, si j'ai bien compris, vous choisissez sur la base confessionnelle ou sur la base, c'est-à-dire vous avez un choix qui est lié, si vous voulez, pas obligatoirement à la qualité scolaire officiellement, non ? C'est bien ce que je comprends. C'était le début de l'histoire. Ça a changé de sens en cours de route. Voilà, ça a changé de sens en cours de route, et du coup, il manque peut-être un élément au système. Ce que on peut dire en comparant avec le cas anglais, c'est que le fait de donner des informations, alors, ça améliore la transparence du marché. Est-ce que c'est une information qui est fiable, qui est utilisée par les parents, etc. C'est pas toujours sûr. Hein. Encore une fois, je ne voulais pas me mettre en avant, mais c'est un peu j'ai été confronté à ce problème tout bête puisque je devais scolariser ma fille. C'est extrêmement difficile d'avoir des informations précises sur ce que sont les résultats d'une école. Bon, ça reste assez flou. Mais cela dit, je pense que l'un des éléments structurants des marchés qui permettent peut-être, dès lors qu'on a choisi ce système-là des quasi-marchés, qui permettent de donner au moins un certain nombre d'informations sur les établissements, me semble un point extrêmement important. Et il est vrai que c'est quelque chose qui permet en quelque sorte de mettre de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire si vous voulez choisir, ou si on veut permettre aux gens de choisir, autant qu'ils choisissent sur des critères le plus objectifs possible. Et dans le cas de la France que vous citiez, effectivement, non seulement vous ne pouvez pas choisir, mais vous n'avez aucune information, et donc tout se passe par des rumeurs extrêmement difficiles à maîtriser, et en fin de compte, ça produit des effets ségrégatifs extrêmement forts. Un exemple, par exemple, quand on a réformé en France le système d'éducation prioritaire, donc il y a eu des établissements extrêmement visés comme étant particulièrement, devant être soutenus, particulièrement fortement, hein, parce que le public était très défavorisé, et ça a suscité le fait d'avoir ce label hyper éducation prioritaire, en quelque sorte, ça a suscité la fuite de beaucoup de parents qui ont vu une sorte de label négatif, de dire, eh bien, ça montre bien que cet établissement ou ces établissements sont complètement pourris, on ne va surtout pas y mettre nos enfants. Donc dès lors qu'il y a une information, elle est quand même captée par les parents, mais elle est toujours partielle, bien sûr. Ça rappelle un peu la publication d'il y a une quinzaine de jours, je pense 3 semaines, hein, dans la presse chez nous, où les indices qui servent à décider si on place ou non les écoles en politique d'éducation prioritaire, comme ça, s'étaient transformés sous la plume du journaliste en une note sur 20. Ah, ça c'est bien. Les notes sur 20, c'est sympa. Et puis c'était assez formidable de regarder comment les gens qui lisaient ça interprétaient les choses. Donc, c'est assez effrayant. Quand on n'a pas d'information, on fabrique l'information, on la recrée et on la manipule. Une autre question, une autre remarque? Alors, on va prendre congé, je pense, se dire qu'on a encore 2 épisodes. Hein, j'ai attribué le bouquin en question, donc entre moins de 200 pages, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le marché. Hein. Voilà, ce sera sur la vidéo aussi. Et puis on se revoit, pour ceux qui refont le chemin, le 20 avril, c'est-à-dire juste après les vacances de printemps, les 15 jours de vacances de printemps, sur un sujet qui est aussi un sujet important, c'est la composition des classes, l'organisation. Est-ce qu'on fait des filières? Est-ce qu'on fait des groupes hétérogènes? Comment est-ce que dans le secondaire, on peut gérer finalement les apprentissages, soit à travers des groupes
qui sont en petit un échantillon de la population, soit des groupes qui sont spécialisés et en fonction de différents paramètres. Et puis, on a évoqué, Georges l'a évoqué, une dernière rencontre, je pense, le 4 mai, sur les politiques d'éducation prioritaires. Ce sera la dernière série. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci Georges. Merci beaucoup.